Re. On va y arriver, hein. Re. Alors ça se mérite, hein, les bons lives. Ah là là. Ah, je crois que ça fonctionne. Le problème, c'est qu'avant, tout le monde me disait que vous voyiez Sarah, mais moi, je la voyais pas. Alors là, j'ai envoyé l'invitation, mais je ne vois pas Sarah. J'espère que ça va le faire. Alors, j'ai... Est-ce que vous voyez Sarah? Ah, voilà. On y arrive! Comment vas-tu? Ça y est, on y arrive, ça va bien. Écoute, enfin heureuse et contente de pouvoir me connecter. Il y a eu une petite, on s'est croisés, tu sais, il y a eu un petit schmilblick entre ton invitation et la mienne, et du coup c'était compliqué, mais on y arrive. J'ai jamais vu en fait. Moi, je t'ai jamais eu à l'écran, donc. Mais c'est Alors, pas grave. c'est pas Donc, je grave. suis trop contente de pouvoir faire ce live avec toi. À chaque fois qu'on fait, c'est pas notre premier live, et à chaque Non, fois qu'on fait des lives, c'est toujours le feu. Donc, j'espère que ça va plaire aux personnes qui sont présentes. coucou tout le Euh, monde. on va parler d'amour ce soir. Oui. Déjà, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Alors, il y a un petit écho, mais je crois que ça va. Moi, je te vois bien, je t'entends bien. Est-ce que Ok. tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Oui, je t'entends bien, je te vois bien. Dites-nous, messieurs, dames, si tout est OK. Super. Super. Alors, je te propose, en attendant que les personnes arrivent, de commencer à te présenter et nous dire un peu qui tu es. Oui, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, effectivement. Donc Bon. moi, il y en a quelques-uns ou quelques-unes peut-être, mais je vois quand même qu'il y en a pas mal qui sont habitués à nos lives. Bon, pour les autres, du coup, donc moi je suis Sarah Benziane, je suis love coach et j'accompagne les femmes à arrêter d'enchaîner les relations foireuses. Et ce que j'entends par relations foireuses, c'est toutes les relations dans lesquelles elles ne sont pas elles-mêmes, dans lesquelles elles ne sont pas forcément alignées avec leurs valeurs, leurs besoins, dans lesquelles elles n'arrivent pas à exprimer ce qu'elles ont envie de construire avec l'autre, dans lesquelles elles s'engagent sans forcément être encore une fois alignées avec les envies de l'autre et pour qui malheureusement ça va avoir tendance à se reproduire régulièrement et du coup je les aide à sortir de ce truc de je comprends pas, j'enchaîne toujours les mêmes relations foireuses, comment en sortir et moi je les accompagne notamment à aller trouver les réponses non pas à l'extérieur en changeant des choses à l'extérieur, mais aller chercher les réponses qui sont là, hein, qui sont juste là. Qu'il faut juste aller chercher et dépoussiérer pour qu'elles puissent enfin pouvoir se poser les bonnes questions et ensuite faire des choix, prendre des décisions en conscience par rapport à ce qu'elles veulent. On est d'accord qu'une relation qui ne fonctionne pas n'implique pas forcément ce qu'on entend beaucoup, un pervers narcissique, une relation toxique. C'est juste des fois, en fait, on se rend compte qu'on n'est
pas si amoureux mais on force la relation, ou on se rend compte que ouais bon on s'aime bien mais la relation il n'y a pas d'engagement, voilà ce genre de choses. Ouais, c'est marrant que tu me dis ça parce que je finissais ce matin 3 mois d'accompagnement avec l'une de mes clientes qui a rencontré quelqu'un pendant le coaching. Et aujourd'hui, elle me dit bon, ça fait 2 mois que je suis avec. Il est sympa, il est gentil, mais bon, en fait, c'est pas vraiment quelqu'un. Ils ont des langages de l'amour complètement différents et c'est pas quelqu'un. Tu vois, ça commence un peu à la frustrer. Et elle me dit, bah tu vois, en fait, il est pas méchant, c'est pas une relation toxique, il y a pas de, tu vois, de malveillance, etc. Mais c'est juste pas quelqu'un qui me correspond et c'est ok. Et j'accepte de lâcher prise sur cette relation, alors qu'avant, elle aurait eu tendance à se dire ouais, ça va, on verra, mais c'est pas parce qu'il est pas démonstratif que ça peut pas donner quelque chose, tu vois, on s'accroche à un potentiel, à une potentielle réussite du couple plutôt que de voir ce qui se passe réellement. Et du coup, aujourd'hui, elle m'a dit non, mais en fait, moi, je vois réellement ce qui se passe. Ça ne me va pas et c'est ok. Et bon, je pense que qu'à terme, la relation ne se terminera probablement. Elle était complètement ok avec le fait de lâcher prise là-dessus sans que, comme tu le dis, ce soit tout le temps des choses toxiques ou malveillantes. C'est juste que bah, on accepte que ça matche pas à tous les coups et pour gagner, bah, faut accepter de jouer aussi. Et ça, que ça marche pas à tous les coups. Pourquoi, d'après toi, je pense que c'est la réponse c'est dans le thème du live de ce soir, mais pourquoi certaines femmes, ou certains hommes aussi d'ailleurs, hein, on en a sûrement fait partie aussi peut-être, continuent alors qu'on sait que ça donnera rien. Pourquoi on s'accroche comme ça? Pourquoi on lâche pas quand les relations sont foireuses? Enfin, sont foireuses, pas forcément, hein, mais on sent qu'il n'y a pas le petit bonus qui devrait y avoir dans une relation amoureuse en tout cas. Très bonne question. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a pas de règle en fait, tu vois, sur pourquoi ça marche pas, etc. Mais ce que j'ai pu voir et de mon expérience, parce que moi pendant longtemps j'ai un doctorat en relations foireuses et en relations non engageantes. Enfin, maintenant ça va beaucoup mieux. Mais en fait, en tout cas, au vu de mon expérience et de celle de mes clientes, ce qui revient régulièrement, c'est que on reste parce que on imagine ce que ça pourrait être si on reste encore un peu. Ce que j'entends beaucoup, je vais voir ce que ça donne, on va voir comment ça évolue, alors qu'au fond, bah en fait, tu sais comment ça va évoluer. Et on a cette espèce, moi, ce que j'appelle tomber amoureuse du potentiel, c'est-à-dire qu'on va être à fond sur peut-être qu'un jour ça donnera ce que j'ai envie que ça donne. Et du coup, je vais m'accrocher un peu de toutes mes griffes à ce que je vis en me projetant. Et c'est pour ça d'ailleurs que certaines se projettent plus que de raison. Et il y a aussi beaucoup ce que je vois aussi, et c'est un truc que j'ai réalisé récemment, c'est qu'en fait, en tout cas, certaines femmes sont tellement en fait, encore une fois, dans la projection et pas forcément dans ici et maintenant. Peut-être que ma vie de femme, elle est pas hyper cool. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai besoin tu vois, des fondations que j'ai besoin de consolider d'abord dans ma vie de femme avant d'aller vers l'autre. Et comme j'ai pas forcément envie d'aller creuser là, bah je vais y aller dans cette relation, je vais plonger à fond, on va y aller, on va mettre de l'énergie, on va s'investir, on va mettre du temps. Et peut-être, je caricature un peu, hein, mais peut-être qu'elle va me sauver cette relation, peut-être qu'elle va me donner ce que je n'ai pas réussi à avoir dans ma vie. Encore une fois, c'est pas une généralité, mais c'est un truc que je vois assez régulièrement. Et souvent, à la fin de mes accompagnements, ce que je vois, c'est que les femmes me disent oh, en fait, ça va, je suis bien dans mon célibat, je suis pas pressée et je vais prendre le temps de choisir quelqu'un qui me corresponde et je vais arrêter de me laisser choisir simplement parce que je suis dans une espèce de fuite en avant. Tu vois? Ouais, d'ailleurs, dans ce que tu dis,
finalement, il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression alors enfin, moi j'ai surtout des clientes femmes, toi aussi, j'ai un peu l'impression que c'est, ouais, si par hasard ça marche et qu'on me choisit, un peu le syndrome du cours de sport, tu sais, où on espère trop être choisi, on sait qu'on va être nul dans l'équipe, où on se dit pourvu qu'on me choisisse et pas la dernière. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un peu ce côté de toute façon, on choisira par dépit ou par dernier choix, par dernier critère? Ouais, ce que je vois aussi beaucoup, c'est que certaines femmes se laissent clairement choisir parce que il y a des croyances derrière, selon lesquelles elles vont pas réussir à trouver quelqu'un de sitôt. Il y a la question de l'âge aussi qui revient. Ah là là, mais il faut que j'avance vite parce que j'ai dépassé 30 ans, j'ai dépassé 35 ans, donc faut que j'y aille. Et il y a cette notion de ah bon, il s'intéresse à moi? Ah bah dis donc, bah c'est génial. Ah bah du coup, je vais y aller. Alors qu'elle, tu vois, il y a cette espèce de, encore une fois, elles doutent, certaines doutent vachement de tout ce qu'elles peuvent, elles, apporter dans la relation. Et justement, ce que je pose souvent comme question au début de mes accompagnements, parce qu'en fait, je leur demande quelle relation elles veulent avoir. Et donc, elles ont une checklist en mode, moi, je veux ça, 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 je veux un homme comme ça et machin. Et je leur dis, très bien, c'est parfait. Et toi, tu apportes quoi à la relation? Tu arrives avec quoi? Pourquoi on te choisirait? Et en fait, elles sont parfois incapables de me dire ah moi bah parce qu'en fait elles se laissent souvent choisir au lieu de se dire bah moi je suis géniale en fait. On va prendre des tickets, on va faire la queue pour venir tu vois m'aborder et vouloir être avec moi. Et en fait souvent elles sont dans je vais vers l'autre parce que voilà j'accepte qu'il me choisisse et c'est génial si on me choisit parce que sinon ça risque d'être compliqué de trouver quelqu'un qui me correspond. Et c'est ce qui mène aussi parfois au fait qu'on s'accroche à une relation qui n'est pas forcément la bonne pour nous. Dans tout ce package, là, est-ce que tu as identifié des facteurs de je ne m'aime pas assez pour savoir ce que je vais apporter dans la relation? Qu'est-ce que tu entends par facteur? Des choses qui peuvent freiner justement le fait d'aller vers une relation tout simplement le fait de pas qu'est-ce qui les empêche certaines femmes finalement de se reconnaître des qualités qui les rendraient vraiment aimables sans que du coup elles soient obligées de se traîner le premier boulet venu, hein, parce que c'est souvent ça aussi, genre oh, cool, un mec qui a l'air pas trop mal, c'est un peu nous les femmes, on a souvent tendance quand on va postuler par exemple pour un emploi, ils vont demander, je sais pas, 20 critères, et nous, si on n'en a pas au moins 19, on postulera pas. Alors que les hommes, ils ont un peu moins ces scrupules-là. Ils vont se dire, ouais, bon, j'en ai que 5, le poste me plaît à fond, j'y vais. Et du coup, souvent, quand ils voient une femme, et encore ces derniers temps avec les actualités, je pense que ces messieurs sont aussi un petit peu moins entreprenants avec nous. Alors, d'une part parce qu'on sort moins, mais aussi parce que c'est vrai que entre la drague, le harcèlement de rue, on sait plus trop non plus. Mais les dames n'osent pas déjà aller vers l'autre, et puis en plus elles ont l'impression qu'elles sont pas aimables et qu'elles ne checkent pas toute la liste du monsieur et qu'elles peuvent pas correspondre au poste du mec qui les intéresse vraiment. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui fait que les femmes n'arrivent pas à se reconnaître finalement, peut-être pas toutes les lignes d'une relation dans laquelle elles pourraient être valorisées ou valorisables, mais au moins une partie. On va dire ça. C'est très juste ce que tu dis sur cette notion, selon laquelle si elles checkent pas 20 sur 20 tu vois, de la checklist, elles vont avoir du mal à accepter que l'autre elles vont avoir du mal à se sentir aimables et désirables et avec beaucoup de valeur. Et ce que j'entends aussi beaucoup, c'est je sais pas si je suis assez intéressante, je sais pas si je suis assez mince, je sais pas si je suis assez jeune, je ne sais pas si mon passé ne va pas peser, etc. Parce que encore une fois, elles sont dans une espèce d'optique, enfin tu vois, de croyance selon lesquelles tous les hommes préfèrent un certain type de femme, ou alors tous les hommes ne sont pas engageants,
Les hommes bien ne sont pas, enfin ils sont tous pris, ne sont pas disponibles, et on est dans une espèce de schéma où il y a une espèce de rupture de stock de mecs bien dans l'univers, tu vois, et on est en mode si le premier qui passe, qui est pas mal, me dit eh oh viens, j'y vais. Et ce que je dis souvent, c'est comme si tu donnais les clés de ton appart à quelqu'un qui est pas forcément invité. Bah tu vas pas donner les clés de ton appart au premier venu si t'es pas certaine de vouloir accueillir quelqu'un chez toi. Et à l'inverse, ce qui va être important, c'est vraiment de voir les choses telles qu'elles sont et pas forcément telles qu'on a l'habitude de les voir, telles qu'on a l'habitude de les vivre. Et je sais que certaines s'accrochent beaucoup à leur passé. C'est-à-dire que si elles ont eu des relations un peu compliquées avec des hommes pas engageants ou des hommes avec qui c'était compliqué, elles vont partir du principe que le prochain, ça va être compliqué. Et si donc je tombe sur quelqu'un qui veut bien de moi, bah je vais y aller parce qu'on sait jamais, tu vois, ça va être compliqué si jamais je tombe. Enfin, tu vois, il y a cette espèce, c'est comme un cercle vicieux dans lequel on tombe, et on va avoir encore une fois tendance à aller chercher les choses à l'extérieur, tu vois, aller chercher son bonheur chez l'autre, plutôt que de se dire, mais qu'est-ce que je peux, quelles sont les qualités que j'ai, les compétences que j'ai, dans quel environnement j'évolue, tu vois, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, comment je peux consolider ça pour être complètement prête un jour à dire, bah non, c'est pas parce que tu me choisis que je vais te choisir, en fait. Oui, parce que il y a beaucoup de conséquences finalement à avoir une relation foireuse sur l'amour de soi, puisque c'était un peu le thème. C'est avant même de se dire je risque de rompre, waouh. Mais avant de risquer de rompre, il y a plein d'autres risques qu'on prend dans une relation foireuse. T'as des exemples? Ça me parle, mais vraiment parce que j'en parlais ce matin à l'une de mes clientes qui me disait oui, je vais voir si ça va. Bah, je vais lui en parler parce qu'il n'est pas démonstratif et du coup, je vais voir d'ici le mois de mars ce que ça donne. Et je lui ai dit, mais en fait, si tu es frustré dans cette relation et que tu continues dans cette relation alors que t'es pas bien, le risque que tu prends, c'est pas que la relation s'arrête parce que, alors, sans généraliser encore une fois, mais sur le long terme, en tout cas, moi, je sais que par expérience, les choses finissent toujours par s'arrêter à un moment parce que t'es complètement désaligné avec ce que tu veux. À un moment, tu finis par être tellement frustré que bah tu vas dire à l'autre, écoute, moi ça me va pas. L'autre va te dire, ah bon, bah écoute, je sais pas, bah, moi tu m'as rien dit, ou alors bah, moi ça me va, donc il y a pas de raison que j'arrête, ou qu'il y a pas de raison que je change. Moi ça va, tu vois. Moi je l'ai entendu plusieurs fois ce truc-là. Et en fait, on va avoir tellement tendance à espérer que l'autre change, à espérer que l'autre se change pour nous, etc., qu'on va, plutôt que de se dire, bah, c'est OK, je vais arrêter au bout de quelques semaines et c'est OK, ça marche pas et je vais me centrer sur moi et m'occuper de moi. On va partir du principe que l'arrêt de la relation, l'échec serait plus dans l'arrêt de la relation parce qu'elle a pas fonctionné plutôt que de se dire, ben non, c'est cool en fait, c'est vraiment pas ce que je veux, donc c'est cool. J'arrête parce que c'est pas ce que je veux. Et ça, c'est un truc vraiment systématique que je vois, c'est qu'on va avoir tendance vraiment à s'accrocher à quelque chose parce qu'on part du principe qu'il faut que ça marche. Attends, mais t'imagines, ça va encore s'arrêter. Je vais encore rompre la relation. Il va encore partir. Je vais devoir recommencer. Plutôt que de se dire, bah, tu vois, et ce que j'entends aussi souvent, c'est, je reste parce que j'ai peur de ne pas trouver mieux. Et je dis tout le temps, mais tu vas faire bugger l'ordinateur de l'univers, là, c'est pas possible. Tu ne peux pas rester avec quelqu'un avec qui ça ne va pas et te dire que tu ne peux pas trouver mieux. En fait, le pire, c'est que tu trouves mieux parce qu'en fait, t'es pas bien dans cette relation. Et il y a toutes ces croyances, tu vois, autour de non, mais si, j'ai pas envie de recommencer, j'ai pas envie, j'ai peur de pas trouver mieux. Et du coup, ça nourrit, cette croyance, elle nourrit tout ce qu'on met en place autour de ce truc où on s'accroche à une relation qui marche pas. C'est totalement anti-loi de l'attraction, hein, puisqu'on en parle. C'est un peu dire, je veux une pizza jaune, bon, ils ont que des vertes. Bon, bah, c'est pas grave, je vais manger la pizza verte alors que j'aime pas la pizza jaune et que je rêve d'une pizza jaune et que je sais que ça existe. C'est vraiment hyper intéressant. En plus, il y a des cercles vicieux qui se mettent encore en route aussi par rapport à l'amour de soi. C'est pas grave pour les fautes, Manon. Il y a vraiment
l'amour de soi, enfin comment on se sent pas désirable, on se sent pas désiré, on est tout le temps obligé de mettre des ronds dans des carrés pour plaire à l'autre, et en plus à la fin on se fait larguer par tous nos efforts. Enfin, Oui. ça, je pense que ça te parle chez certaines de tes clientes. Oui, oui, et puis surtout, en fait, comme tu disais, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que si tu te mets dans une relation qui, dès le début, tu sais en fait que ça va pas fonctionner, tu vas quand même rester, tu vas nourrir, alimenter le manque de confiance, le manque d'estime de soi, la perte de valeur, parce qu'à un moment, tu perds complètement tes valeurs et tes repères. Tu vois, tu sais plus ce que tu veux, tu sais plus ce que tu veux plus, tu sais plus comment. Ça manque complètement de clarté. Et en fait, quand ça s'arrête, bah, effectivement, t'es obligé de recommencer depuis le début, mais souvent on recommence sur des mauvaises bases. Parce qu'on se dit, mais bon, c'est pas grave, je recommence, il faut absolument que cette fois ça marche. Oui, mais du coup, ce qui va être important, c'est de se recentrer sur soi, tu vois, et d'aller regarder avec honnêteté, tu vois, d'être le plus honnête possible avec soi et de se dire, OK, ben, en fait, qu'est-ce que j'en tire de cette relation? Est-ce que je suis au clair avec mes valeurs? Est-ce que je suis au clair avec mes besoins? Est-ce que j'ai œuvré sur mes croyances? Est-ce que j'ai fait le bilan jusque-là de toutes mes relations, tu vois, pour voir comment j'ai avancé jusque-là? Et quelles actions aujourd'hui je peux mettre en place pour que ce soit différent la prochaine fois et pour que j'accepte aussi que la réussite de la relation amoureuse. En fait, ce que je dis souvent, c'est que mes clientes me disent, tu vois, la veille, elles sont à 100% de leur valeur. Le lendemain, le gars les largue ou elle le largue et elles sont là en mode, oh, mais je suis une merde, je sers à rien, c'est horrible. Et je dis, mais c'est pas possible. Tu peux pas un jour avant être à 100% au taquet de ta valeur et perdre de ta valeur qui est intrinsèque, tu vois, à toi, la perdre parce que quelqu'un s'en va de ta vie. C'est pas possible. Non, surtout qu'on gagne toujours en expérience au moins. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit quand j'étais plus jeune que finalement le bon, entre guillemets, hein, parce que je sais pas si ça peut vouloir dire quelque chose aujourd'hui vu que l'espérance de vie, etc. Mais le bon, c'est en gros la somme des valeurs qu'on a appréciées chez nos ex, si on a des ex, parce que c'est pas systématique. Et j'ai remarqué effectivement que quand on entre dans un système où finalement on commence à plus y croire, ben, on a tendance à attirer plutôt la somme des défauts qu'on n'aimait pas chez nos ex. Et quand tu regardes, alors souvent il y a une croyance qui a tendance à se vérifier aussi. Les femmes disent ouais, quand je suis célibataire, il y a personne qui s'intéresse à moi, mais quand je rencontre quelqu'un, là bizarrement, il y a mon téléphone qui arrête pas de sonner. Comment on peut faire pour faire en sorte d'avoir ce glow et ce téléphone qui sonne tout le temps avant finalement? Et c'est hyper juste. Je reviendrai juste sur ce que tu as dit sur le fait de, tu vois, enfin, de s'attacher aux qualités ou aux défauts de l'autre en fonction de la relation. C'est qu'en fait, on va avoir tendance, quand on a ces croyances-là, le cerveau va avoir tendance à valider extérieurement ce qu'on croit intérieurement. Et c'est ce que je dis souvent à mes clientes. Je leur dis, si tu crois que tu vas finir seule, tu as probablement raison. Si tu crois que tu vas rencontrer quelqu'un demain, tu as probablement raison aussi. Ça va vraiment dépendre des actions que tu mets en place. Parce que si tu passes ton temps à dire c'est tous les mêmes, je rencontrerai jamais personne et de toute façon c'est compliqué en ce moment, bah ton cerveau va dire ok, let's do it, on va mettre en place toutes les actions pour valider ce que tu crois et ce que tu penses. Alors que si tu te dis bah en fait je vais rencontrer quelqu'un, c'est pas grave, malgré la conjoncture, je vais essayer de valider d'autres pensées, d'autres croyances, et donc ton cerveau, qui ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité, va se dire, ok, on va le faire et on va mettre en place des actions qui vont te permettre de rencontrer quelqu'un. Et pour répondre à ta question, ce qui permet d'avoir ce glow, justement, d'être ouverte à tous les champs des possibles et disponibles, c'est vraiment de lâcher prise aussi beaucoup sur le résultat. De lâcher prise sur il faut absolument que je rencontre quelqu'un avec qui ça marche. Et moi, je l'ai beaucoup vécu ça dans le passé, c'est que j'avais tendance, limite au premier rendez-vous, à me projeter avec quelqu'un, alors que limite pertinemment, je savais que ça allait pas coller. Mais je me disais, oh là, il a l'air sympa, il a l'air gentil. Bon, on a à peu près les mêmes envies. Ok.
mais attends, en fait, enfin, slow down, attends, doucement. Tu vois, on a tellement cette pression, qu'elle soit interne ou externe, tu vois, il faut que ça marche, qu'on s'attache tellement au résultat qu'on n'est pas capable parfois d'avoir ce recul de se dire, encore une fois, bah, j'ai le droit de choisir et j'ai le droit de dire, bah non, en fait, tu vois, j'ai pas envie de ça. Ça me fait penser, je sais pas si tu suis un sociologue qui s'appelle Stéphane Edouard, je pense pas parce que voilà, lui il parle. Je crois qu'il en a parlé. C'est possible. Il a des idées, voilà, je suis pas. Bref, mais par contre, il parle souvent du secret agenda des femmes justement, et c'est un peu ça, c'est-à-dire que dans leur tête, parce que vous avez échangé un regard, elles sont déjà en train de visualiser est-ce qu'il sera un bon père, est-ce qu'il va m'épouser dans 2 ans. Marie, j'ai repéré un petit domaine, voilà. Et du coup, elles sont pas du tout dans la relation en fait. Non. En fait, elles sont pas dans la relation, elles sont aussi beaucoup soit dans le passé, c'est-à-dire oh, j'ai trop souffert, je suis blasée, il faut pas que ça se reproduise, il faut que je trouve une solution. Et elles sont aussi dans un avenir incertain de est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est le bon, combien de temps ça va durer, est-ce que c'est pérenne, au lieu de juste se repositionner ici et maintenant et de se dire est-ce que vraiment j'ai envie de ça, est-ce que vraiment il colle à mes valeurs. Est-ce que vraiment j'ai envie de continuer avec lui? Est-ce que j'ai envie de faire un deuxième date? Est-ce que j'ai envie de, tu vois, et au lieu de ça, on est dans, ouais, mais tu vois, j'ai tellement souffert que peut-être que c'est le bon. Oui, mais du coup, est-ce que c'est le bon? Et en fait, ça crée une espèce de tension, tu vois, qui, dans les deux, on est ballotté entre le passé et le futur. Au lieu de se dire, tu sais quoi, je vais y aller, je vais voir ce que ça donne, et puis je me donne aussi le droit d'accepter le jeu du dating, notamment au début des relations amoureuses, de se dire, je vis le truc, je vais moi je me suis fait beaucoup d'amis comme ça, tu vois, au moment où j'ai lâché prise là-dessus, où je passe un bon moment et où je me dis, où j'ai fini un moment par dire, t'es très sympa mais je ne veux pas. Alors que des années avant, j'aurais dit, ouais, vas-y, on verra, peut-être que. Alors qu'au fond, si on apprend vraiment à se connaître et à s'aimer plus qu'on aime l'idée de la relation, on va arriver à un moment à se dire, bah non, c'est pas ça que je veux. Alors, il y a Aurélie, j'ai envie de rebondir là-dessus, qui dit avec le confinement, tout est accéléré, c'est dommage. T'es d'accord avec ça, toi? Alors, je suis pas forcément d'accord. Coucou Aurélie, je suis pas forcément d'accord. Parce qu'en fait, justement, ce qui est en train de germer dernièrement, c'est un peu la tendance. C'est ce qu'on appelle le slow dating. C'est que justement, avec le confinement et cette pandémie, les gens apprennent à prendre le temps, tu vois, de dater, de s'appeler, de faire des visios, de prendre le temps de demander des nouvelles, notamment dans les grandes villes, là où les célibataires parfois sont seuls, tu vois, il n'y a pas forcément leur famille à côté. On va prendre le temps d'appeler l'autre, de savoir comment il va, comment elle va, etc. Moi, je le vois beaucoup chez mes clientes. Mais du coup, c'est au contraire, c'est un peu plus ralenti. Mais c'est important d'accepter que ça prend. En fait, c'est important de s'adapter et c'est important d'aller. En fait, ça nous apprend à ne pas aller plus vite que la musique et à se dire, bah, en fait. Aussi faire le choix de ne pas se voir directement chez l'un et l'autre et de faire ce qu'on appelle du slow dating et de se dire attends, avant d'aller chez toi, on va s'appeler, on va se faire des visios, on va se soutenir, on va, tu vois, créer quelque chose qui est de l'ordre, tu vois, du virtuel, mais qui va quand même nous permettre de savoir si on a envie d'aller chez l'autre et si on a envie de se rencontrer vraiment. Je me souviens que ma grand-mère me donnait un conseil. Alors, ça peut paraître un peu daté, mais je trouve qu'aujourd'hui, ça pourrait être sympa de revenir à ces codes un peu. Elle me disait, tu sais, quand j'étais jeune, on se voyait dans des rendez-vous très rapides au début, c'est-à-dire qu'on s'était rencontrés au bas du village, mettons, et puis après on se disait, bah viens, on va se balader dans le parc. On faisait des activités où on était côte à côte pour discuter, juste faire le tour du parc, et il fallait pas que ça dure plus d'une demi-heure. Et après on rallongeait les rendez-vous, et c'est quasiment quand on était sûr qu'on allait passer à un engagement un peu plus fort qu'on commençait à se dire bah, on va dîner face à face. Est-ce que tu trouves que c'est pertinent ça?
Et justement, je rebondis sur ce que tu dis et sur ce que disait Aurélie sur le fait de prendre 2 mois à apprécier l'autre et peut-être être déçu. C'est là où ça va être hyper important de se reconnecter à soi d'avoir une espèce de checklist, tu vois, c'est de quoi j'ai vraiment besoin dans la relation. Quelles sont mes valeurs? Comment j'exprime clairement les choses? Moi, souvent, ce que je vois chez mes clients, c'est qu'elles ont énormément de mal à exprimer clairement ce qu'elles veulent. Et du coup, bah, tu es emporté dans une relation qui peut durer des semaines, justement, notamment en virtuel. Je parle par expérience aussi, c'est que tu vas te retrouver dans un truc qui traîne. Et après, tu te dis, mince, en fait, j'ai juste pas dit ce que je voulais, j'ai juste pas osé dire ce que je voulais. Parce que effectivement, souvent, notamment en ce moment avec le slow dating, tu fais 2-3 visios sur Skype ou sur Zoom ou sur WhatsApp, tu arrives quand même à savoir s'il y a quelque chose qui peut germer, tu arrives à savoir si vous êtes alignés, et surtout, tu arrives à savoir si toi, tu ne vas pas t'oublier dans la relation que tu vas créer avec l'autre. Tu vois, si t'as pas envie d'y aller comme ça, tu vois, de t'y jeter corps et âme, ça va vraiment être important de se dire, bah, je prends le temps, mais que ça ne m'empêche pas à un moment de dire non, mais j'en ai assez vu, j'en ai assez entendu, je peux choisir désormais si je vais plus loin ou pas, en fait. Est-ce que pour toi, le fait d'agir comme ça dans sa relation, c'est un conseil qu'on pourrait appliquer, par exemple, pour le pro ou pour choisir une maison, pour ce genre de grandes décisions? Aurélie qui dit j'ai été déçue entre le physique en vision et en réel. Oui, en fait, je pense que ce qui va être vachement intéressant pour les grandes décisions justement et pour les décisions comme le fait de créer une relation amoureuse, tu vois, de changer de job ou de changer de ville ou de maison, ça va être hyper important déjà de s'écouter. Tu vois, on en parle rarement de ça, mais souvent on sait, tu vois, moi je sais en tout cas que de toutes les relations foireuses que j'ai enchaînées et j'en ai enchaîné, souvent je savais. Mais je voulais pas le voir, je voulais pas le savoir, je savais que j'étais pas alignée avec mes valeurs, que je n'exprimais pas mes besoins. Et j'avais ce truc-là, tu vois, on peut appeler ça l'intuition, ou tu vois, là, cette petite voix interne qui te dit, non, ce n'est pas ce qu'il te faut et c'est pas juste pour toi. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a les peurs, tu vois. La peur, elle gueule toujours plus fort que ton intuition. Elle va toujours te guider vers quelque chose, bah, pour te sauver et te protéger. Et souvent, on ne s'écoute pas. Et c'est pour ça que, pour moi, le fait de s'écouter et de travailler encore une fois sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, en fait, je vais donner un exemple très rapide pour illustrer ça. Tu sais, j'ai un espèce de boîtier pour rentrer dans mon parking avec 4 boutons similaires et à chaque fois, je ne sais pas sur quel bouton appuyer. Et à chaque fois, tu vois, ça m'ouvre la porte de sortie alors que je veux rentrer, machin. Et un jour, je me suis dit, tu sais quoi, je vais coller des petites étiquettes sur lesquelles je vais écrire bah, S pour sortie, E pour entrée. Et les 2 autres, elles servent à rien, tu vois. Et en fait, ça m'a permis d'avoir de l'espace de disponible dans mon cerveau, de pas avoir cette charge à chaque fois de se dire oh, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Et pour moi, c'était pareil en amour. Et pour tout, à partir du moment où tu sais exactement où se trouvent les choses, à partir du moment où tu sais exactement ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, comment exprimer les choses, où sont tes croyances, parce qu'on parle souvent d'œuvrer sur ses croyances et les dégommer, mais c'est ok aussi de pas encore avoir réussi à les dégommer, de se dire je les connais, je les ai détectés, je les ai identifiés, je vais quand même aller au-delà. Et tu vois, j'ai toujours ce truc du boîtier de me dire si t'as un mode d'emploi clair dans ta tête, bah tu vas avoir moins de difficultés à dire oh, qu'est-ce que je fais, j'y vais ou j'y vais pas. Bah du coup, tu vois, d'être complètement largué là-dessus. Et pour moi, ça passe vraiment par le fait de se connaître et de se donner plus d'amour et plus d'estime à soi d'abord, en commençant d'abord par soi. Dans une relation qu'on va entamer ou dans une démarche de justement se mettre en quête de l'homme idéal, si on peut parler de quête, parce que c'est pas non plus Saint Graal, hein. Voilà. Quels sont pour toi les points les plus importants à
peut-être à valoriser, à comprendre en soi pour ne pas replonger peut-être dans des relations foireuses ou pour pas tomber dans des relations qu'on nous fait miroiter dans les films à Hollywood. Voilà. Ouais, c'est une super question. En fait, ce qui va être important, c'est de se demander à chaque fois ce que ça peut nous coûter de pas faire ça. Tu vois, qu'est-ce que à chaque fois, en fait, moi, je sais que j'ai arrêté d'aller bizarrement, j'ai arrêté d'attirer ce type d'homme-là, ou en tout cas, j'ai arrêté d'être attirée par ce type d'homme. À partir du moment où je me suis dit, ouais, t'as peur, tu flippes, t'as peur de trouver personne, t'as 35 ans, 37 ans, 38 ans, machin, je voyais l'horloge qui tournait, je me disais, qu'est-ce que ça va te coûter? Quel est le bénéfice de l'inaction? Quel est le bénéfice, tu vois? Est-ce que ça va te coûter plus cher de te pousser un bon coup et d'aller et d'essayer de faire des choses différentes pour avoir un résultat différent, plutôt que de rester là et d'enchaîner, de tourner en boucle sur des choses que tu connais, sur les choses que tu as expérimentées. Puis je suis désolée, à force, en fait, bah, tu sais finalement comment les choses se passent, tu le sens. Et en fait, ce qui va être important, c'est vraiment de peser tu vois, d'y voir aussi les bénéfices cachés, parce que souvent, quand on ne bouge pas, c'est qu'inconsciemment, il y a un bénéfice caché derrière qui est plus fort que le fait de bouger et d'essayer d'aller le détecter. Pourquoi? C'est pour tout, hein, pour le régime, le sport, le fait d'arrêter le tabac, d'arrêter les relations foireuses, ça marche pour tout. C'est ok si tu bouges pas, tu sais que tu as envie de ça, tu sais que c'est bon pour toi, mais tu bouges pas. Quel est le bénéfice caché ou les bénéfices cachés de quoi ça te protège et pourquoi tu le fais pas? Et une fois que tu commences à œuvrer là-dessus, alors évidemment les réponses elles viennent pas comme ça et ça demande vraiment de prendre le temps de se questionner. Et petit à petit, tu commences à comprendre en fait les choses et tu commences à mettre en place des actions différentes et à t'ouvrir à une nouvelle réalité. Et ensuite, tu te dis, ah, c'est bizarre, j'attire plus le même type d'homme, tu vois, alors que c'était toujours la même. Ouais, chez nous en énergétique, on va te dire ça va dépendre de ton taux vibratoire quelque part. Plus il est élevé, enfin ou des plans vibratoires sans même parler du taux, mais ça va exactement avec. Il y a Aurélie qui me dit je sais tellement ce que je veux, je suis tellement cachée, indépendante dans ma façon de parler que je les fais flipper. Est-ce que tu crois voilà. Ça me parle. Alors, j'avais le même discours avant de rencontrer mon mari. J'avais le même discours, notamment lorsque j'ai voulu créer mon entreprise. Effectivement, je tombais sur des hommes qui me disaient oh là là, mais toi tu sais ce que tu veux. Oh là là, mais toi t'es ambitieuse. Oh là là, toi t'es comme ça. Toi t'es comme ça. Et du coup, ça venait me faire diminuer, tu vois, me faire baisser le volume, me faire moins rayonner, me faire exprimer moins les choses. Et en revanche, alors oui, il existe hein, des hommes qui ont encore voilà, des insécurités par rapport à ce que leur compagne ou leur femme peut accomplir. Mais je ne crois pas que ce soit une réalité, puisqu'aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui me soutient plus, il croit peut-être plus que moi dans mon projet, et qui est là tous les jours pour me rappeler à quel point c'est important pour moi, à quel point ma mission est importante, et à quel point il est là pour m'aider. Donc je ne crois pas que ce soit une réalité. En revanche, ce qui va être important, c'est de ne pas alimenter cette croyance selon laquelle si on a une badass qui déchire, on va faire fuir les hommes. Ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas la généralité, ce n'est pas quelque chose qui est commun à tous les hommes. Et puis, en quelque part, les hommes qui disent ça, pour moi, c'est qu'ils se savent aussi pas à la hauteur, quoi. Oui. Oui, et puis ce n'est pas à nous de les rassurer, ce n'est pas notre mission que de faire leur part du chemin. Nous, on apporte des choses dans la relation, mais c'est pas notre boulot de les rassurer et c'est pas leur boulot de nous rassurer par rapport à nos insécurités. Ça, c'est des choses qu'on peut faire en étant dans la relation, hein. C'est pas incompatible, mais chacun fait son taf et chacun fait sa part du chemin pour qu'on puisse se réunir et se rencontrer au milieu. Quel est le pire ennemi, selon toi, à une relation ou à une rencontre, on va dire, aujourd'hui pour les femmes? Quel est leur pire ennemi, ouais. Alors, il y a beaucoup de peur, en fait, tu vois, sur est-ce que je suis capable de créer une relation qui fonctionne? Est-ce que je suis capable de rencontrer quelqu'un qui me corresponde et avec qui je peux créer une belle relation amoureuse?
parce qu'elles vont encore une fois chercher les réponses ailleurs et elles vont donner à l'autre 100% de la responsabilité de la relation, qu'elle fonctionne ou pas d'ailleurs, tu vois. C'est que j'entends souvent aussi des femmes me dire ah mais tu vois ça s'est arrêté, ou alors ouais mais ça va s'arrêter tout seul, d'ici quelques semaines ça va se tasser parce que ça marche pas, et je leur dis souvent mais pourquoi tu ne prends pas la décision d'arrêter là en fait si ça ne va pas? C'est qu'à un moment ça va être hyper important de prendre la responsabilité de sa vie amoureuse d'une manière ou d'une autre, tu vois, dans un sens comme de l'autre, et de se dire je choisis ça parce que ça me va et j'arrête ça parce que ça me va pas. Et pour moi, l'ennemi, si tu veux, c'est d'être tellement nourri de ces peurs, tu vois, de ces croyances selon lesquelles, on va faire fuir les hommes, il n'y a pas assez d'hommes disponibles, ils sont tous les mêmes, pourquoi les autres y arrivent et pas moi, je suis trop vieille, je suis pas assez mince, je suis pas assez ci, je suis trop ci, trop ça, qu'on va finalement s'enfermer dans un truc qui est pas bon, qui va créer sa propre réalité. Pour moi, ça va être vraiment important encore une fois, je reviens au même truc, de se poser et de revenir à soi, tu vois, de se dire, de se faire un gros câlin et de se dire, qu'est-ce que je veux en fait vraiment, tu vois, qu'est-ce que je veux si j'avais aucune peur et si j'avais limite une baguette magique, qu'est-ce que je créerais dans ma vie comme relation amoureuse? C'est vachement intéressant, d'autant que j'ai de temps en temps des consultantes qui viennent et qui me disent de toute façon, moi, je quitte ma relation qui foire que quand j'en ai une autre qui est quasiment en train de débuter. Ça se fait que finalement, quand on fait ça, est-ce qu'on a vraiment le temps de faire ce travail d'analyse, de se poser pour savoir ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, ou on est juste dans une réaction de ouais, celui-là il est nul, et celui-là il est pas trop mal, je vais aller chez pas trop mal et laisser celui qui est nul maintenant que la relation, l'amour, l'hameçon a un peu pris, quoi. Ouais, ça c'est quelque chose aussi que j'ai vécu, c'est-à-dire que dès que je sentais que la relation allait pas aboutir à l'idéal que je me faisais, j'allais, voilà, c'était pas régulier, mais je me disais bon, on verra ce que les autres relations, en tout cas les autres rencontres peuvent apporter. Et je vais être très radicale là-dessus. Je pense que c'est pas forcément quelque chose de bon pour soi, parce qu'encore une fois, on ne prend jamais le temps d'être ici et maintenant et de se dire, je me pose, ça va peut-être être douloureux, ça va peut-être être difficile. Justement, moi, je ne vends pas de choses, moi, je vends pas de rêves. Hein. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Je dis que c'est possible, parce que voilà, moi, j'ai mis du temps à m'extraire de ça. Parce qu'à un moment, je me suis posée, voilà, j'ai pleuré un bon coup, j'étais down. Il y a des moments où c'est pas simple, il y a des moments où on remet tout en question, mais c'est pour moi un travail nécessaire pour rebâtir, tu vois, ces fondations et de se dire, ok, je vais être dans un état d'esprit qui va être complètement différent. Et pour répondre à Michel, parce que je vois qu'il y a des questions, moi j'étais dans un état d'esprit avant de rencontrer mon mari qui était complètement différent de celui dans lequel j'étais avant. C'est-à-dire que je me suis tellement centrée sur moi que je me disais, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de time. Enfin voilà, je vais pas regarder l'horloge, je vais pas me dire que j'ai 37 ans, 38 ans, il faut vite que je trouve quelqu'un. Je vais kiffer ma vie. Et puis le reste, ça va vraiment être la cerise sur le gâteau. Et à partir de là, en fait, je sais pas si c'est ça. Je pense que ça a aussi beaucoup un rapport avec les énergies, avec notre taux vibratoire. Tu émets une espèce d'onde avec une fréquence qui est tellement plus juste que finalement tu envoies des messages qui sont très pertinents à des gens. En plus, moi, je l'ai rencontré dans des circonstances très particulières, donc je crois vraiment à ça. Et tu te dis, waouh, en fait, j'ai tellement émis quelque chose qui me va et qui me correspond que je ne pouvais pas ne pas attirer quelqu'un comme ça, tu vois. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je te propose que tu nous présentes un petit peu ton nouveau programme aussi, Toi d'abord meuf, qui est, j'adore. J'aimerais bien que tu nous en parles un peu parce que je trouve qu'il a vraiment énormément de pertinence. Pas seulement, en fait, c'est presque pas seulement pour les relations amoureuses. C'est vraiment quelque chose qui pourrait s'appliquer à mes yeux. Par exemple, au boulot, j'ai par exemple une de mes consultantes qui s'oublie dans son boulot. Il y a beaucoup de choses comme ça et il est important à mes yeux qu'on reprenne un petit peu notre pouvoir. Tu peux nous expliquer un petit peu?
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et c'est marrant parce que ce matin, je terminais un accompagnement de 3 mois avec une cliente qui m'a dit, ah, mais c'est trop bien parce que du coup, j'ai été promue et j'ai changé de boulot et alors que la base de notre accompagnement, c'était l'amour, tu vois, et en fait, ça a impacté toutes les sphères de sa vie. Et justement, l'accompagnement que j'ai créé et qui est en plein lancement en ce moment, c'est d'abord toi, meuf. Euh, voilà, c'est d'abord toi. C'est vraiment un programme on va effectivement parler de la relation amoureuse et d'amour, etc. Mais on va vraiment aller. C'est comme si en fait on allait reprogrammer un ordinateur qui fonctionne très bien mais qui est pas bien câblé sur les bons programmes et qu'on va aller faire le point sur sa vie amoureuse. On va aller faire le bilan. On va aller bosser sur ses valeurs, sur ses besoins. On va aller dégommer 2, 3 croyances qui nous empêchent de rencontrer quelqu'un qui nous correspond. On va bosser beaucoup sur la notion en fait de reprendre confiance en soi, de se centrer sur soi, d'être en pleine conscience dans les relations qu'on crée. Et surtout, parce que moi je suis une femme d'action, on va aller mettre en place des actions qui sont plus alignées avec ce qu'on veut et qui vont nous permettre enfin de créer la relation qui nous convient. Mais ça, c'est en dernier. C'est d'abord toi, meuf, tu vois, on va tout centrer sur toi. Et en plus, c'est un coaching de groupe. Moi, c'est quelque chose qui me tient très à cœur parce que je crois beaucoup aussi dans le pouvoir de la sororité, du partage, de la bienveillance et le fait de se dire, ah bah, t'as vu, je suis pas toute seule, je suis soutenue. Et en plus de ma coach, bah, je vais être soutenue et accompagnée par d'autres femmes qui vivent la même chose. Voilà, donc il y a déjà 3 inscrites pour 12 places. Je suis hyper contente. Et voilà, donc c'est le nouveau programme qui est sorti et qui me tient vraiment très à cœur. Et on commence le 14 février. On sera tout ensemble. Oui, c'est un programme collectif, donc 12 personnes. Et est-ce que tu peux nous dire à qui il est pas destiné? Alors ouais, j'aime bien faire les choses à l'envers, mais je trouve que c'est intéressant de faire comme ça. Pour qui il n'est pas ce programme? Alors, il n'est pas du tout pour les femmes qui attendent de moi que je leur donne des conseils de dating, quoique on en aura peut-être, mais c'est pas un programme sur comment dater, sur comment récupérer son ex, sur comment appliquer le fuis-moi je te suis-moi je te fuis, on s'en fout des autres. Ça, là, le programme, c'est vraiment pour celles qui ont envie de se créer une nouvelle réalité amoureuse. Il n'est pas pour celles qui n'ont pas envie d'investir de l'énergie, du temps, des ressources et surtout du temps pour travailler sur les exercices parce que je vous fais bosser toutes les semaines, ça dure 3 mois. Il n'est pas pour celles qui sont absolument contre le groupe. Hein. Voilà, si t'es pas du tout à l'aise avec le groupe et que t'as pas forcément envie justement de t'intégrer dans un programme collectif, bah voilà, oui, le coaching, c'est pas du conseil. Effectivement, on est d'accord là-dessus. Et il n'est pas pour les femmes pour 2 choses. Il n'est pas pour les femmes qui attendent des réponses magiques et des résultats immédiats magiques. Voilà, on sort pas avec des trucs en mode bim bim. Il y a vraiment un cheminement qui se fait, une transformation. Moi, j'ai été longtemps consultante en conduite du changement dans une autre vie et j'ai vu vraiment dans mes expériences que le changement le plus pérenne et le plus durable, c'était celui qui se faisait par les petits pas et par des choses. On n'a pas besoin d'avoir des changements extraordinaires tous les jours pour changer sa vie et sa réalité. Donc voilà, il n'est pas pour celles qui attendent des choses extraordinaires au bout de 2 jours, mais pour celles qui ont envie d'œuvrer sur le long terme. Et je sais plus ce que je disais, mais c'est déjà pas mal. Et comment va s'organiser un petit peu cet accompagnement, modalité pratique, voilà. Ouais, donc on commence le 14 février, inauguration tout ensemble, et je vous dirai, ça sera en live, pourquoi cette journée-là, et elle est importante aussi pour moi, mais c'est plutôt symbolique pour se dire, le 14 février, c'est une date souvent... voilà, c'est la Saint-Valentin, on parle d'amour, il y a beaucoup de couples, enfin, il y avait beaucoup de couples qui s'affichaient dans les restos, dans les machins, il y a des fleurs, des cadeaux. Mais ce jour-là, pour les femmes qui sont célibataires notamment, elles vont être avec leurs sœurs, elles vont être avec leurs potes, on va être ensemble et on va finalement poser le jalon d'une nouvelle réalité amoureuse ensemble, tu vois, pour se dire peut-être dans 1 an,
Bah, le 14 février dernier, j'ai commencé le coaching et là, ma vie, elle a changé, tu vois. Donc ça va durer 3 mois avec des modules en ligne puisque tout se fait en ligne avec des exercices, des vidéos, des audios et des lives toutes les semaines avec moi et les autres femmes et une communauté pour pouvoir échanger, un groupe pour pouvoir échanger pendant les 3 mois puisque je vous lâche pas, je suis là tout le temps, je me dédie uniquement à mes clientes pendant ces 3 mois. Il y aura plein de surprises, je peux pas tout vous dévoiler. Voilà, mais ça va être en fait les modules ont été pensés pour qu'il y ait vraiment une continuité et une cohérence entre tout ce qu'on met en place. Pour les personnes qui seraient plus intéressées par de l'individuel, tu auras des places à l'issue ou tu en as en parallèle pour les personnes que ça peut intéresser? Alors pour l'individuel, c'est effectivement la démarche, elle est différente, hein, puisque là, on est vraiment sur du sur-mesure, haute couture, puisque je crée l'accompagnement individuel pour mes clientes. Donc il y a les infos dans ma bio, notamment sur Instagram, mais on est sur une démarche complètement différente. Tu vois, la dynamique est pas la même, est pas forcément la même, mais oui, c'est possible, c'est possible. Alors, je te posais la question parce qu'on m'avait fait la remarque aujourd'hui, ouais, moi le collectif c'est pas mon truc, mais là la force du groupe le 14 février, franchement allez-y parce que année 2021, on est du 7-7. Multiples de têtes un peu partout. Il y avait Marion qui était par là, qui est numérologue, qui pourrait nous confirmer la force du groupe qui est extraordinaire au niveau sororité, plus l'accompagnement sur tous les plans. Hein. Tu nous fais un 360. Donc... Oui, et puis moi je sais que pour mon business, j'ai fait un coaching de groupe en mois de décembre. J'appréhendais vachement. Parce que je me disais, j'ai peur qu'elle soit trop en avance, que je sois trop en retard, que ça matche pas, tu vois. Et en fait, je me suis vachement, j'ai été très surprise c'est comme si ça donnait un boost en fait aux choses, tu vois, ça donne un espèce d'effet de levier d'être avec d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques, qui te donnent, qui te conseillent, qui te portent, qui te donnent aussi beaucoup de force pour avancer. Et moi, je crois vraiment dans le groupe. Pourquoi aussi le groupe? C'est que souvent, je me suis surprise à répéter les mêmes choses à des clientes en individuel, et à chaque fois, je me disais, oh, ah mais tu vois ça. Une telle, elle aurait trop, ça lui aurait trop servi d'entendre ça. Ah, mais tu vois ça, j'aurais trop dit ça à une telle. Tu vois, alors que parfois les coachings étaient terminés depuis longtemps. Et là, je me suis dit, tu vois, ça va permettre de mutualiser l'info, de mutualiser le soutien. Et j'ai trop hâte, je suis trop contente. En plus, le groupe là qui vient de se créer, c'est des femmes incroyables que je connais déjà, avec qui j'ai déjà bossé. Donc j'ai hâte. Oui, alors pour répondre pour les modalités pratiques, vous pouvez trouver le lien soit dans ma bio, soit chez Sarah Benziane Coach sur Instagram pour avoir toutes les informations. Vous aurez aussi tout dans... Merci Lydia qui a tout écrit en dessous. Si jamais vous voulez... Donc 3 mois de coaching, c'est de la... Pardon? Je disais, et si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Je suis disponible pour y répondre, pour voir si c'est quelque chose qui peut vous convenir ou pas, si c'est quelque chose qui vous parle, qui résonne en vous, en fonction de votre priorité du moment et de votre envie du moment. Ouais, voilà. Il nous parle 14-2-16. Le 16 est le gain dans la perte, une superbe date pour casser nos limites et aller vers le c'est trop bien. En plus, c'est verso. La petite pas omnibulée. Ouais, mon anniv, c'est le 13, hein, si jamais. Donc 3 mois de coaching, c'est un accompagnement qui est intense, mais intense doux en même temps. Oui, puisque c'est un temps doux et il n'y a pas de... C'est pas une compétition, personne n'est en retard, personne n'est en avance, c'est un cheminement où chacun chemine finalement tout seul. Le contenu sera délivré aux mêmes dates, toutes les semaines, mais chacune avancera à son rythme. Et puis surtout, moi, je suis là sur les 3 mois
et même après, parce que moi, mes clientes, voilà, je les chouchoute tant qu'elles sont dans leur cheminement. Je suis là pour répondre aux questions, pour les accompagner, pour leur conseiller des ressources, les orienter si besoin, les coacher, parce que mon rôle aussi c'est de coacher pendant les 3 mois. Oui, donc il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de stress, tu vois, à te dire oh là là, mais si j'y arrive pas, je fais comment, etc. Ça va être vraiment au rythme de chacune. Ok, je te propose qu'on réserve un petit moment pour les questions, que ce soit sur l'amour de vous, sur l'accompagnement, je pense d'ici 10 minutes, un quart d'heure, voilà, on va se calibrer sur encore un petit quart d'heure de live. Donc, si vous avez des questions, je vais remonter et te dire. Allez-y, c'est le moment, n'hésitez pas. Alors. On demandait le tarif, donc ça, je vous laisse aller regarder. Le coaching, c'est pas du conseil, effectivement. On est d'accord. Quoi, Ça en fait, ça peut être du conseil à partir du moment où c'est demandé, où c'est sollicité. c'est ça. Voilà, ok, mais si c'est pas sollicité, moi je conseille pas les gens si on ne me sollicite pas pour avoir un avis sur les choses. Il y a avis et avis. Il y avait quelqu'un qui disait qu'il avait du mal. Alors, je retrouve pas la question. On va voir ça. Touk, touk, touk. La pression de l'horloge biologique sur les femmes, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est fort, que tu entends beaucoup ou que tu as peut-être vécu? Alors, t'es pas vieille, hein, c'est pas du tout. Ah oui, je l'ai vécu clairement et parce on m'a aussi la société nous met vachement la pression et c'est bizarre parce que je l'ai vécu en étant plus jeune et je le vis pas du tout aujourd'hui alors que j'ai 39 ans et que tu vois, c'est pas du tout un sujet préoccupant pour moi aujourd'hui à 39 ans alors qu'il l'a été quand j'avais 30, 32, 33, 34, etc. Et en fait, c'est quelque chose qu'on vient ajouter à tu vois, toute la pression qu'on a sur faut que je trouve le bon, faut qu'il soit engageant, faut qu'il m'accepte, il faut que je puisse être moi-même, etc. C'est un truc effectivement qui est très difficile, enfin dont il est difficile de s'extraire parce qu'on a toute la pression et sociale et familiale et amicale et tout ce que tu veux et même parfois certains hommes. Moi je sais qu'en dating souvent les hommes me disaient ah t'as 35 ans t'as pas d'enfant, bah dis donc va falloir te presser. Et j'en suis sortie aussi en me disant qu'il y avait des choses sur lesquelles je n'avais pas de pouvoir et qu'il fallait que j'accepte de lâcher prise sur les choses sur lesquelles je n'avais pas de contrôle et de pouvoir. Et toutes ces croyances sur c'est trop tard à tel âge, machin, alors que pas du tout. Et du coup, oui, je peux comprendre que ça soit pas toujours simple de passer à côté de ça, en fait. Sachant que l'horloge biologique, elle s'est un peu décalée aussi avec la vie qu'on a. Hein, on a un peu plus de marge. Alors, pas envie de retrouver une relation par manque de motivation. Comment y remédier, s'il vous plaît? Déjà, qu'est-ce que tu entends par manque de motivation? Est-ce que c'est j'ai pas envie d'aller rencontrer quelqu'un, de mettre du temps, de l'énergie, pour être déçu éventuellement derrière? Et là, moi, je te dirais, quel enjeu tu mets derrière ça? Tu vois, est-ce que tu mets beaucoup d'enjeux dans le fait d'aller rencontrer quelqu'un? Est-ce que t'es juste en mode, c'est pas grave, je vais passer un bon moment avec quelqu'un qui peut être intéressant, même si ça matche pas? Ça va être important de sonder quels enjeux tu mets dans le fait de rechercher quelqu'un qui te corresponde et ce que tu entends par motivation. Ouais, hyper intéressant. Il y a une question, il y a quelqu'un qui fait la remarque, j'ai jamais supporté les applications de rencontres. Je sais que c'est aussi un de tes dadas, tu peux juste nous en dire quelques mots parce que ça, je sais que tu l'entends beaucoup, hein. Moi aussi, j'entends beaucoup. Énormément. Et moi, j'ai un doctorat en application de rencontres, hein, donc j'ai 3 doctorats en appli de rencontres, j'ai tout testé, j'ai fait plein de rencontres dessus
notamment celles qui n'ont pas fonctionné, tu vois, des dates comme ça. Et je sais que j'avais mis une énorme croyance selon laquelle dans les applis il y avait des méchants messieurs qui étaient là pour m'accabler et qui étaient là pour me faire souffrir et qui étaient pas engageants, alors qu'en vrai c'est les mêmes mecs dans la vraie vie parce que ça géolocalise, hein, donc c'est des gens de ton quartier, de ta ville, etc. Donc c'est les mêmes qui sont dans les supermarchés, dans la rue, dans ton boulot, etc. Et ça va être important de moi, je sais que ça marchait pas parce que je savais pas ce que je voulais, parce que j'arrivais pas à l'exprimer, donc j'acceptais des relations qui ne me correspondaient pas, notamment sur les applis de rencontre. Alors, je pourrais en parler pendant des heures, hein, puisque j'ai aussi un programme là-dessus et que j'ai rencontré mon mari sur une appli et que je prône. Voilà. Donc, moi, je crois que l'appli de rencontre, c'est juste un moyen comme un autre de matérialiser une relation qui peut fonctionner quand on est très au clair sur ce qu'on veut et quand on est très aligné avec ses besoins et ses valeurs. Il y a quelqu'un qui disait, est-ce qu'une relation peut fonctionner s'il y a eu une interruption? Bonne question. En fait, ça va dépendre encore une fois de plein de choses, de pourquoi il y a eu l'interruption, est-ce qu'elle a été consentie des deux côtés, et est-ce qu'il y a eu un cadre, tu vois, défini de pourquoi le break, combien de temps, dans quel but, et est-ce qu'il a encore une fois consenti? Parce que oui, c'est possible que ça reprenne évidemment s'il y a eu vraiment nécessité de prendre de l'espace et tu vois, de mettre de l'énergie ailleurs. Mais oui, il n'y a pas de règle. C'est bien sûr, c'est possible que ça reprenne et que ça fonctionne. On me demande pour le coaching en présentiel, donc non, une fois par semaine, combien d'heures? Alors le coaching, c'est donc l'accompagnement de groupe, c'est pas en présentiel, tout se fait en ligne et en visio. Donc je vous enverrai toutes les semaines des liens pour vous connecter pour les lives. Vous aurez accès à votre espace de formation pour aller regarder les vidéos, faire les exercices. Et effectivement, une fois par semaine pour les lives. C'est 1 heure à peu près, enfin 1 heure, souvent on dépasse, hein, donc c'est 1 heure et demie. Pour ce qui est du nombre d'heures, il faut compter en général 2 heures d'investissement par semaine pour bosser sur les exercices, parce que je vous fais vraiment bosser. Voilà, c'est pas juste 3 pages PDF pour faire joli, je vous fais vraiment vous poser et réfléchir voilà, c'est des vrais exercices de coaching et d'auto-coaching, donc faut compter 2 heures de boulot par semaine. Voire plus si tu as envie de t'investir avec les filles, si tu as envie d'échanger, de me poser des questions. Moi, je me dédie pendant les 3 prochains mois à ce programme-là et pas à quelque chose d'autre. Il y a Marie qui demandait si c'est pour l'amour de soi. Oui, évidemment. En fait, c'est ça, c'est pour l'amour de soi et pour l'amour de l'autre. Mais du coup, comme les deux sont connectés, c'est comment s'aimer mieux pour surtout aussi accepter de recevoir l'amour. Parce que ce que je vois aussi parfois dans mes accompagnements, c'est que j'ai des clientes qui qui ne peuvent pas accepter qu'elles puissent être intéressantes, désirables, aimables, et qu'elles disent mais non, c'est pas possible. De toute façon, je peux pas avoir ça, donc je me rabats sur ce qui se présente à moi, et ce que je vais vous apprendre aussi, c'est vraiment vous mettre au centre pour rayonner, mettre le volume à fond et de vous dire ouais, en fait, moins que ça, moi je mérite tout un amour et moins que ça, je prends pas, tu vois. Il y a un truc qui revient aussi souvent dans mes accompagnements aussi, c'est le fait de se dire l'amour finalement c'est quoi? Je te propose qu'on termine sur c'est quoi l'amour et c'est quoi la différence entre l'amour de soi et l'amour qu'on peut porter à quelqu'un et peut-être l'amour inconditionnel. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il y a quelques jours, j'ai posté un questionnaire sur Instagram où je disais est-ce que vous arrivez à dire je t'aime aux gens autour de vous, et j'ai eu plein de femmes qui m'ont dit oui à ma sœur, à ma mère, à mon enfant, mais quand il s'agit de dire je t'aime à un homme, ça devient plus compliqué, j'attends qu'il le fasse en premier, j'attends que ce soit le bon moment, et je disais mais pourquoi c'est si compliqué de le dire à un homme? Et elle me disait parce que avec les enfants, avec la famille, c'est un amour inconditionnel. Et je me suis beaucoup questionnée là-dessus, et en fait j'en suis arrivée à me dire en fait l'amour de manière générale il est inconditionnel.
C'est la relation amoureuse qui est conditionnelle, parce qu'elle est cadrée, elle est normée en fonction des sociétés, en fonction du cadre et des enjeux qu'on y met. Donc oui, elle est conditionnelle, mais l'amour, il est complètement inconditionnel, quels que soient finalement les protagonistes, tu vois. Et pour moi, ça commence encore une fois d'abord toi, meuf, quoi. C'est d'abord toi. Et la manière de se donner de l'amour, c'est comme pour tout, c'est plus tu vas te traiter bien, plus tu vas te donner de l'amour et plus tu vas montrer à l'autre comment le faire avec toi. Tu vois, plus l'autre va se dire, ah ouais, du coup, elle s'aime comme ça, elle se respecte comme ça, voilà, ok, bah du coup, moins que ça, elle prend pas, tu vois. Et c'est hyper important de montrer à l'autre la manière dont on a envie d'être, tu vois, d'interagir et d'être traité. Et pour moi, c'est important de commencer par soi. De toute façon, c'est finalement la seule chose sur laquelle on peut agir. On peut pas maîtriser les réactions de l'autre, les sentiments, les émotions de l'autre. Donc, il y a ça. On peut pas maîtriser le sentiment. Ouais. Et alors, pour répondre à ta question, oui, tu disais 2 heures et 1 heure. Il y a encore une fois, il n'y a pas de. Si il y a une semaine où tu peux pas faire les exos, bah tu les feras la semaine suivante. Il n'y a pas de pression. On est entre nous, on est cool, on est un groupe de femmes qui se soutient. Donc oui, c'est 2 heures d'exo, parfois moins en fonction des sujets, mais il n'y a pas du tout de pression à finir puisque tu as accès à la formation, en tout cas au module à vie. Hein. Donc tu y reviens quand tu veux et tu télécharges les documents pour les travailler plus tard. Pas de pression, on est zen. Oui, sachant aussi que des fois, on a l'impression qu'on ne travaille pas, mais rien que le fait de lire les exercices, ça travaille aussi. Hein. Oui, là, c'est vraiment un cheminement, comme tu disais, doux et soft et bienveillant. On n'est pas dans des changements radicaux, dans des prises de conscience spectaculaires. Tu vois, on est vraiment, je pose des fondations pérennes et solides et je change ma vie et je transforme ma vie amoureuse de manière douce mais pérenne, tu vois, et durable. C'est quelque chose d'ancré et d'aligné. C'est pas quelque chose de oui, on va connecter à je sais pas. C'est ça. On peut connecter, mais on va être vraiment plus aussi vraiment dans du très terre à terre, du ok, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je veux aller, et moi je vais vous aider à faire ce chemin-là, et je vais vous accompagner à faire ce chemin justement, à se dire ok, aujourd'hui, bah, je suis prête à faire ce chemin et je suis prête à me donner les moyens de changer. Alors non, c'est pas une formation, pas du tout. Elle n'est pas éligible à des prises en charge financières, mais tu as la possibilité de payer en plusieurs fois. Tu as le lien sur la bio d'Athénaïs. Voilà pour ça. Alors, je te propose de conclure ce live. J'ai été ravie de t'accueillir ici. C'était très chouette comme d'habitude. On mettra tout ça en replay, évidemment. Voilà pour ça. Je te laisse le mot de la fin. Oui, c'était un live hyper chouette. Moi, dès qu'il s'agit de parler d'amour de soi et de soi et justement aussi de changer cette croyance selon laquelle quand on est trop sur soi, on est soit égocentrique, soit égocentré, soit égoïste. Et en fait, parfois on se perd dans ces notions-là. Alors qu'est-ce qui importe? C'est comme les masques à oxygène dans l'avion. Hein. Tu commences d'abord par toi avant de pouvoir sauver les autres. Et pour moi, l'amour, c'est vraiment d'abord de commencer par soi et ensuite de donner, de rayonner avec les autres et de communier avec les autres. Donc ouais, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Merci beaucoup, merci à toi et merci pour toutes celles qui nous ont suivis. Et comme le disait Athénaïs, si vous avez des questions, pas forcément que sur le programme, hein, même sur les sujets qu'on a abordés ce soir, bah, vous savez où nous trouver. Voilà pour ça. Eh ben, merci tout le monde. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt. Et je mets en replay pour les personnes qui nous rejoignent, malheureusement.